Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 20 novembre. La 47e édition du tournoi toutes catégories de Passepébiac. La Semaine québécoise de l'orientation. Le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud et leurs projets en cours. Le comité ZIP Gaspésie. Environnement Vert Plus et la consultation publique du ministère des Ressources naturelles et des Forêts au sujet de la fermeture de 55 km de chemin situés dans la zone d'habitat du Caribou de la Gaspésie. Et votre chronique Rendez-vous. Bonne émission à tout le monde! Tout d'abord, bonne nouvelle pour tous les amateurs de hockey, le tournoi toutes catégories de Passepébiac est de retour cette année pour une 47e édition. Nous avons rencontré Isabelle Bélanger, une personne très impliquée faisant partie du comité organisateur et qui est aussi directrice générale chez Gaspésie Hyundai, le principal commanditaire de l'événement. On a 22 équipes cette année. Là. On est vraiment content d'accueillir ces gens-là, dont ça part de Atome à Midget, en fait. Et ça va commencer mercredi le 23. Puis ça débute à quelle heure? Dans le fond, la première partie va débuter avec, dans la catégorie Bantam. Les Flames de Passepébiac vont visiter le Rocher 1 et ça débute à 17h ce mercredi 23 novembre. Si tu compareras pas mal à l'année prochaine? C'est encore plus que l'année dernière parce que c'est ça, l'année dernière, on roulait là-dedans, là, ça se compare pas mal, mais cette année, on a beaucoup plus d'équipes midget là, qui se sont présentées comparativement aux années passées. On a Et depuis l'année dernière, si je ne me trompe pas, on est à notre deuxième ou troisième année que les dates ont changé parce qu'avant, on se rappelle, c'était en janvier, février. Là. Et là, depuis qu'on est en novembre, il y a une poussée là, des gens qui s'inscrivent. On est le premier tournoi, donc on est chanceux. L'engouement est là et c'est vraiment agréable. Donc, 22 équipes, là, c'est vraiment ce qu'on souhaitait avoir, ce qu'on a eu. On devait en accueillir 18, puis on s'est étiré. C'est difficile de dire non aux jeunes et tout ça. Donc, on s'est étiré et c'est ça. Là, ça commence mercredi à 17h, mais jeudi, on commence à 11h30. Okay. Sûrement qu'il y a le service de restaurant et de bar cette année aussi. Le service de restaurant et de bar va être ouvert cette année tout au long du week-end. Pensez-vous avoir besoin de bénévoles cette année? Bien, c'est sûr que la réponse est toujours bonne au tournoi Bantam de Passepébiac. Il y a un grand engouement pour ça. Les gens adorent s'impliquer avec nous. Et oui, si vous voulez, vous pouvez nous envoyer un petit message sur Facebook, dans notre Messenger. Et il y a toujours place à vous trouver un petit travail et on garde nos bénévoles. Oui, la porte est ouverte. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens pour organiser un événement comme ça. C'est qui est sur le comité cette année? Sur le comité cette année, je suis ma photo parce que l'année passée, j'ai oublié nul autre que le président. Et je me suis fait chicaner. Non, c'est pas vrai. Je chicane pas fort. Mais donc, nul autre que Steve Bolduc, notre président, M. Daniel Alain, Mme Céline Bélanger, Mme Carmen Alain, moi-même. Et on a M. Martin et Mme Marie-Ève qui étaient avec nous sur le comité cette année. C'était un rendez-vous. C'est un rendez-vous. On vous attend en très grand nombre. Donc, mercredi, ça commence à 17h. Jeudi, ça commence à 11h30. Vendredi, on commence très tôt le matin. La première partie est à 8h. Et ainsi de suite, samedi et dimanche pour jusqu'au final de dimanche dans l'après-midi. Au nom de M. Steve Bolduc, encore une fois président, ainsi que moi-même et toute l'équipe. Donc, on vous attend en très grand nombre, venir voir nos jeunes performer et s'amuser sur la glace à Passepébiac du 23 à aller au 27 de novembre prochain. Du 14 au 18 novembre avait lieu la Semaine québécoise de l'orientation. Nous en avons profité pour rencontrer Mme Judith Bugeaud, conseillère d'orientation pour le secteur de la MRC Bonaventure au carrefour Jeunesse-Emploi Avignon-Bonaventure. C'est la 16e Semaine québécoise de l'orientation. C'est organisé par l'Ordre professionnel des conseillers d'orientation du Québec. Le but de cette semaine, c'est de rendre les services d'orientation plus visibles et promouvoir l'orientation tout au long de la vie. Donc, que tu sois au secondaire, que tu sois en emploi, que tu sois sur le bord de prendre ta retraite ou dans des grandes transitions de la vie, on peut toujours consulter un conseiller d'orientation. C'est un professionnel de l'orientation. Mais que fait au juste un conseiller en orientation? Qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les gens qui ont des décisions à prendre.
Donc, il y a des gens qui sont pas heureux dans leur travail. Ils songent à changer d'emploi. On peut les accompagner pour voir quels sont tes besoins qui ne sont pas répondus ou tes besoins pourraient être répondus sur le marché du travail. Quels sont tes intérêts? Quels sont tes inconforts en ce moment dans ton travail? Parce que en orientation, c'est pas toujours on retourne à l'école. C'est vraiment pas ça. Si c'est le désir de la personne, d'accord, on explore les formations. Mais si c'est pas le cas, on explore d'autres métiers, d'autres emplois qui pourraient graviter autour de la personne où elle pourrait être plus heureuse. Parce que on passe beaucoup de temps dans un travail, presque la moitié de notre vie. Fait que c'est vraiment important d'être bien dans ce qu'on fait. Puis ça, c'est toutes les tranches d'âge qui peuvent avoir besoin d'un conseiller. Toutes les tranches d'âge, ça commence même au primaire. Tu as des conseillers d'orientation qui vont faire de l'exploration avec les élèves pour qu'ils voient un peu quels sont les grands domaines sur le marché du travail. Tu as le domaine de la santé, le domaine de la construction. Au secondaire aussi, on a des choix à faire par rapport à les formations peut-être plus au niveau professionnel ou au niveau du cégep. Ça peut être quand tu sors de l'université, où est-ce que tu vas aller exactement avec ton diplôme. Ça peut être la crise, la quarantaine, où tes enfants sont partis de la maison. Qu'est-ce que je fais? Comment j'occupe mon temps professionnellement? Fait que dans le fond, tout au long de la vie, on peut avoir besoin de prendre des décisions professionnelles, puis on est là vraiment pour tous ces moments-là. D'accord. Quelles sont les différentes activités faites en orientation? Bien, en orientation, c'est toujours comme une question d'options. Quelles sont tes options? Donc, si quelqu'un ne se connaît pas beaucoup, on peut aller avec la connaissance de soi. Quand tu te connais bien, tu peux mieux regarder et explorer ce qui est autour de toi. Des fois, on fait passer des petits tests d'orientation pour voir un peu c'est quoi ton profil d'intérêt, quelles sont tes compétences, tes aptitudes. On a différentes façons pour monter le portrait d'une personne, pour qu'elle se connaisse un peu mieux, pour que ses choix soient meilleurs et plus satisfaisants. On organise aussi souvent ce qu'on appelle des métiers d'un jour. Donc, si tu veux être un peu plus informé sur ce que tu envisages, on peut aller passer une journée avec quelqu'un qui fait le métier qu'on convoite. Mettons, récemment, on a organisé une activité avec un vétérinaire. Donc, tu passes la journée chez un vétérinaire, tu poses des questions, tu interagis, tu vois un peu c'est quoi le milieu. C'est des choses qui nous aident à vraiment mieux comprendre le métier, mieux sentir, puis voir si on serait bien. Fait que des activités d'exploration dans le milieu, sur le marché du travail, ça rapporte beaucoup. C'est très formateur. D'accord. Mais avec la pandémie, avez-vous vu une augmentation des gens qui ont besoin de vos conseils? Beaucoup, oui. La pandémie, les gens ont eu le temps, un temps d'arrêt pour se remettre en question, se questionner. On a eu beaucoup plus de demandes pour retourner à l'école et le ministère, le gouvernement a développé aussi des programmes de subvention, de financement pour inciter les gens à retourner à l'école, entre autres avec Service Québec. Donc, le gouvernement était conscient que, aussi avec la pénurie de main-d'œuvre, il y a vraiment beaucoup de besoins et incite les gens qui veulent se former et à être financés pour le faire. Donc, vous pouvez contacter les conseils d'orientation dans plusieurs endroits. Je vais nommer comme pour ici la BD Chaleur. Dans la MRC Avignon, on a le service d'aide à l'emploi. Il y a la commission scolaire René Lévesque qui ont des services d'orientation à travers les centres d'éducation des adultes. Il y a ici, avec le Carrefour Jeunesse Emploi, on est 2 conseillères d'orientation, une à Carleton et moi ici, à Bonaventure. Il y a aussi Horizon Emploi, qui est un organisme d'employabilité et d'orientation pour les gens de tous les âges à Bonaventure. Et dans Rocher-Percé, on a le Carrefour Jeunesse, le CJE Option Emploi, qui s'adresse aussi aux gens de tous les âges au niveau de l'employabilité et orientation notamment. Puis je voulais vous parler d'un site web qu'on a développé qui s'appelle orientationgaspésisud.com. Et là, toutes les informations sont là pour rejoindre un conseil d'orientation puis voir si ça peut répondre à vos besoins. Puis il y a des petits quiz là, sur le site. C'est un site qui est très intéressant. Le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud est un organisme de bassin versant créé en 2009 afin de promouvoir et d'encadrer la gestion intégrée de l'eau dans une perspective de développement durable. Julie Leclerc, la directrice générale du Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, ainsi que Catherine Dutil, qui est chargée de projet et biologiste, également au sein du Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, nous parlent de leur projet en cours.
Dans les dernières réalisations, c'est sûr que là, actuellement, le mandat de base de notre organisme avec la table de concertation, c'est de mettre à jour notre planification stratégique, qui est le plan directeur de l'eau. On travaille là-dessus. C'est une planification sur 10 ans. C'est notre mandat de base. Mais nous, le Conseil de l'eau, étant donné que bon, on s'implique aussi dans les actions en lien avec le plan directeur de l'eau. Bien, on réalise certains projets. Puis dernièrement, dans la dernière année ou dans les 2 dernières années, plusieurs projets qui sont à notre actif. Là, actuellement, on déploie un projet qui est de caractérisation puis d'évaluation de la conformité des traverses de cours d'eau dans les sentiers de VTT. On a fait l'an passé le club VTT Tracadie-H, Carleton, un peu plus dans le coin de Carleton. Là, cette année, on vient de terminer la caractérisation des ponceaux pour les sentiers du club VTT de la baie. Donc, on évalue en fin de compte la conformité de ces ponceaux-là en fonction des besoins du poisson. Fait qu'on voit s'ils sont conformes pour assurer, en fin de compte, une bonne vie, si on peut dire, à ces poissons-là, qui sont habituellement ici des salmonidés, la truite, l'ombre de fontaine. Par la suite, on a aussi des projets où on implique les citoyens dans le cadre des suivis. C'est suivi par la population. Et là, je vais inviter ma collègue Catherine Dutil, qui est chargée de projet biologiste pour le Conseil de l'eau. C'est elle qui déploie actuellement ces beaux projets-là pour notre organisme. Cet été, on a fait le réseau de surveillance volontaire des lacs. Ça, c'est un réseau de surveillance qui amène des bénévoles. On va chercher des bénévoles un peu dans certaines municipalités. Puis ces bénévoles-là, dans le fond, ils vont nous aider à faire un suivi d'un lac. Puis ces données-là, ces échantillons d'eau-là qu'on prend, on va les envoyer au ministère de l'Environnement. C'est eux qui les analysent. Ils nous renvoient les résultats. Donc ça, on a fait ça sur 3 lacs cet été. On a fait ça sur le lac Vachon à Chandler, le lac Ménard qui est à Passepébiac et Saint-Elzéar. Puis aussi, cette année, on avait un nouveau lac. C'était le lac de la Ferme qui est derrière New Richmond et Saint-Edgar. Donc ça a été un de nos suivis cet été et c'est des suivis qui se continuent à chaque été. Puis ça va permettre en fait de voir la santé des lacs, mais ça permet aussi d'inclure les citoyens qui sont concernés en fait par cet enjeu environnemental-là. Donc on a fait ça cet été. On a un autre projet ici qui s'appelle « J'adopte un cours d'eau ». Ça, c'est un projet qui est en collaboration avec un autre organisme qui s'appelle le Groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau. Nous, on est les coordonnateurs régionaux de ce projet-là. Puis, dans le fond, c'est un projet de sciences citoyennes. Donc, moi, je suis allée cette année, en septembre, je suis allée au cégep de Carleton. Puis, avec les élèves de sciences de la nature, on est allé dans un cours d'eau. Je leur ai fait prendre des mesures de la physico-chimie de l'eau, donc la température, pH et compagnie. Puis, je les ai aussi fait récolter des organismes qui vivent dans le fond des cours d'eau. Par exemple, des larves d'insectes, des mollusques, des crustacés. Puis, ça permet aux jeunes, en fait, de comprendre c'est quoi des suivis environnementaux, qu'est-ce qui se passe dans un cours d'eau qui est proche. On a pris un cours d'eau qui était proche du cégep, donc qu'est-ce qui se passe vraiment concrètement là. Puis, en fait, c'est eux qui sont allés récolter les données. C'est eux qui ont analysé aussi ces données-là. Donc, c'est un projet vraiment intéressant de sciences citoyennes. On veut déployer J'adopte un cours d'eau dans d'autres écoles du territoire pour les prochaines années. Puis ça, c'est aussi des suivis qui vont se faire d'année en année pour voir, en fait, l'état de qualité de ces cours d'eau-là, si ça se maintient, si ça se dégrade ou si ça s'améliore. Puis aussi, en partenariat avec ce même organisme-là, on a un projet de suivi qui s'appelle Survol Bentos. Ça, c'est vraiment nous, le Conseil de l'eau. On suit présentement la rivière verte à Maria. Et à chaque automne, on s'en va récolter justement des larves d'insectes, des crustacés, mollusques. On appelle ça des macro-invertébrés benthiques. On récolte ces organismes-là sur la rivière verte, puis on les analyse, on les identifie, puis ça nous permet de voir en fait l'état de santé de cette rivière-là. Donc ceci, c'est un projet de suivi qui se fait depuis 1 an ou 2, et là qu'on veut continuer éventuellement. Comment se portent nos cours d'eau ici en Gaspésie en général? Les suivis qui sont effectués actuellement sur nos cours d'eau nous permettent d'affirmer, en fin de compte, puisqu'il y a un indice qui ressort de ces suivis-là, un indice de qualité, ça nous permet de dire que l'eau de nos cours d'eau est actuellement très bonne pour 5 de nos cours d'eau qui sont suivis depuis plusieurs années. Connaissez-vous le comité ZIP Gaspésie, le comité de zone d'intervention prioritaire? Pour vous éclairer sur cet organisme à but non lucratif, nous avons rencontré M. Antoine Bonhomme, le nouveau directeur général de l'organisme. Le comité ZIP Gaspésie, là, en fait, c'est basé sur 3 principes clés, la sensibilisation, la concertation, puis l'action.
Donc, notre but, là, maintenant, on reforme un peu ça, l'action concertée. Puis, en fait, c'est qu'on veut vraiment s'assurer, quand on prend, justement, action sur un territoire, un milieu, bien, qu'on réussisse à discuter avec l'ensemble des gens qui sont sur ce territoire-là. Donc, nous, on n'arrive pas quelque part puis on fait quelque chose sans parler aux gens. Au contraire, avant de faire quelque chose, on va rencontrer les gens. Fait que c'est un petit peu notre processus, notre fonctionnement. Puis, la sensibilisation, évidemment, parce qu'en fait, il y a plusieurs enjeux qu'on ne connaît pas vraiment, là, ou qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais nous, on veut vraiment s'assurer que cette information-là soit disponible au public puis accessible, en fait. OK. C'est qui, au juste, qui peut faire appel à vous? C'est très varié. En fait, là, on travaille avec des municipalités, on travaille aussi avec des bailleurs de fonds qui sont plus, par exemple, les gouvernements. Il y a différents types de projets. Il y a des projets de sensibilisation qui sont financés par le gouvernement fédéral. Il y a des projets d'éradication d'espèces exotiques envahissantes qui sont plus au provincial. Donc, on est vraiment là un petit peu une référence pour beaucoup d'entités sur ce qui est de l'action environnementale pour les milieux marins, côtiers et les changements climatiques là, dans la région. OK. Puis présentement, c'est sur quel projet vous travaillez? Présentement, en fait, on a plusieurs dossiers. Là, en fait, on travaille sur une BD, justement, de sensibilisation qui va sortir là, dans les prochains mois, qui, justement, je parlais de sensibilisation, puis d'être capable de rejoindre plusieurs personnes. Mais ça s'adresse un peu plus aux jeunes, parce que des fois, bon, les enjeux, des enjeux d'érosion côtier, par exemple, puis les bonnes pratiques sur nos belles plages gaspésiennes, bien, c'est le fun d'en parler, mais c'est le fun d'en discuter avec les plus jeunes. Donc là, ici, on vise vraiment là, plus les 5 à 12 ans. Puis cette BD-là va être diffusée numérique, donc elle va pouvoir être un peu partout, mais on a aussi une tournée dans les écoles pour aller faire des ateliers puis des sorties avec les jeunes. Donc ça, c'est un des projets de sensibilisation. On a des projets aussi de contrôle d'espèces exotiques envahissantes, donc le roseau commun qui se répand assez rapidement. Bien, nous, on va aller sur le terrain directement pour aller faire là, de l'éradication ou du contrôle de cette espèce-là. Puis c'est très varié. On accompagne aussi des municipalités en adaptation au changement climatique. Donc, il y a de plus en plus de pression par la société, mais aussi par les tempêtes et tout ça pour s'adapter, pour commencer à se préparer à ces aléas climatiques-là. Puis nous, ben, on vient supporter les municipalités parce qu'ils ont ces pressions-là d'agir, mais ils n'ont pas nécessairement les ressources ou les connaissances. Fait que nous, on travaille avec eux. On va souvent à la rencontre de la population, justement, pour que les gens fassent partie de la solution. Puis c'est comme ça qu'on monte là, des plans d'action pour s'adapter au changement climatique avec les municipalités. Donc, c'est trois types de projets là, qui sont des exemples, mais c'est très varié là, ce qu'on vient faire là, en tant qu'organisation. C'est quoi les avantages de travailler avec le comité ZIP? Ben, je vous dirais qu'en fait, nous, en tant qu'organisation, premièrement, on veut s'assurer que c'est agréable de travailler avec nous. Donc, on est toujours dans une approche de co-construction avec nos partenaires. Donc, si quelqu'un nous approche avec un problème, ben nous, on va essayer de monter une solution pour résoudre ce problème-là en incluant toutes les personnes qui sont impliquées. Donc, c'est vraiment, là, on laisse personne de côté là, dans nos démarches. Puis, je pense que ça, c'est une de nos forces, puisqu'en fait, on veut s'assurer que la solution qu'on apporte, c'est la meilleure solution pour le milieu, autant au niveau environnemental que social, des gens qui vivent là, sur ce territoire-là. Là, vous êtes nouvellement à la direction de ZIP, du comité ZIP Gaspésie. Oui, ben écoutez, ça fait moins d'1 an là, que je suis en poste. Il y a beaucoup de pain sur la planche, mais il y a aussi un énorme potentiel. C'est ce que je trouve très fascinant aussi avec cette organisation-là, c'est que notre potentiel d'impact, si on veut, c'est l'ensemble de la Gaspésie. Fait que, en travaillant comme il faut, puis en travaillant avec les gens de la région, on peut essayer de s'assurer pour un avenir meilleur au niveau environnemental là, pour toute la Gaspésie. Donc ça, c'est très motivant. C'est quoi vos principaux défis? Je vous dirais, principaux défis, c'est sûr que les enjeux, tout ce qui est main-d'œuvre actuellement, là, je vous cacherai pas que ça nous touche aussi. C'est difficile. Le fait que notre territoire soit très grand aussi, c'est un enjeu parce que je vous cacherai pas que la réalité de chacune des régions ou des sous-régions, si on veut, de la Gaspésie, ne fait pas face aux mêmes enjeux. Donc, l'érosion ne touche pas tout le monde de la même façon. Il y en a pour qui c'est la submersion, par exemple. Puis, quand on parle d'un secteur, que ce soit du côté nord de la Gaspésie, de la Pointe ou de la baie, vraiment, les réalités sont assez différentes. Puis nous, on a quand même un mandat assez large qui est de vraiment essayer de chapeauter l'ensemble de ce territoire-là. Donc ça, pour nous, c'est quand même un défi.
parce qu'évidemment, il faut se déplacer aussi sur ce territoire-là, avec le prix de l'essence qui augmente et tout ce qui vient avec. Donc ça, je vous dirais que c'est quand même 2 bons défis là, auxquels on a à faire face. Mais on est une équipe jeune, on est une équipe dynamique, puis on voit justement, là, on a déjà la tête pleine d'idées, de projets pour les années à venir. Donc on est quand même très motivés. Un autre organisme qui a l'environnement à cœur est l'organisme Environnement Vert Plus. Pascal Bergeron, le porte-parole, nous parle aujourd'hui de ce qu'il pense à propos de la consultation publique du ministère des Ressources naturelles et des Forêts au sujet de la fermeture de 55 km de chemin multi-usages situés dans la zone d'habitat essentielle du Caribou de la Gaspésie. Il y a plusieurs problèmes avec la consultation qui est annoncée. La plupart de ces problèmes-là tournent autour du fait qu'on manque d'informations pour se prononcer adéquatement. Puis c'est pas quelque chose qui est extraordinaire là, que le ministère des Forêts nous consulte sans nous donner toute l'information. Il nous donne quelques pixels, alors que ça nous prendra un portrait global pour voir dans quel contexte ces pixels-là s'inscrivent. Puis concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'abord, on dit qu'on veut fermer des chemins forestiers. C'est près du parc de la Gaspésie, c'est dans la réserve faunique de Matane, pour empêcher les prédateurs de se rendre dans l'habitat du caribou. C'est reconnu que les chemins forestiers servent de voie d'accès pour les ours, pour les coyotes, pour se rendre dans l'habitat. Mais pourquoi ils servent de voie d'accès? C'est parce que c'est des bordures, il y a des petits fruits, il y a du feuillu le long des chemins. Mais est-ce que ces chemins-là se situent dans des terrains qui ont été coupés, rasés, puis qui sont encore au début de leur régénération? Si c'est le cas, si on est encore dans repousse de feuillus tout plein, c'est pas nécessairement dit que les prédateurs vont passer par les chemins. Un coup que les chemins sont fermés, ils vont pouvoir passer par la zone qui a été déboisée à côté puis qui est fournie en feuillus. L'ours, il aime bien les feuillus à cause des petits fruits. Le coyote, il y a des lièvres qui se tiennent là-dedans. Fait qu'ils suivent les coupes forestières, ces 2 prédateurs-là. C'est pour ça que quand on coupe proche de l'habitat du caribou, on se retrouve avec des problèmes de prédation de faim. Bon. Fait que, est-ce que les chemins forestiers sont en zones qui ont été relativement récemment coupées puis qui sont encore en feuillus? Si c'est le cas, la fermeture de ces chemins-là, c'est bien peu dans le contexte de la protection du caribou. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une politique, il y aurait une politique à l'interne du ministère des Forêts, une politique net zéro chemin forestier. C'est-à-dire que pour chaque nouveau kilomètre de chemin qu'on ouvre dans l'aire de répartition du caribou, il faut en fermer un autre avant. Mais là, est-ce que les 55 km de chemins fermés qui ont été annoncés, ils vont permettre d'ouvrir 55 km de nouveaux chemins forestiers qui vont donner accès à des nouveaux parterres de coupe dans l'aire de répartition du caribou puis qui vont accélérer la destruction de son habitat? Si c'est ça, c'est pas une bonne nouvelle, la fermeture de ces chemins-là, mais c'est une mauvaise nouvelle pour la protection de l'habitat du caribou. Puis, donc, on doit avoir une réponse sur cette question-là, si ça s'imbrique dans une politique net zéro chemin, avant de pouvoir se prononcer sur le bien fondé ou pas de cette mesure-là. Puis l'autre chose qui nous embête un peu, c'est les consultations du milieu avant la fermeture des chemins. Des fois, on nuit beaucoup plus à des intérêts particuliers qu'à l'industrie en fermant des chemins, puis ça s'en vient de plus en plus problématique parce que il y a des gens qui s'en viennent impatients, qui pensent que quand il y aura plus de caribou, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent dans le parc de la Gaspésie. Des randonneurs, des skieurs, par exemple, qui se sont fait chasser du parc pendant qu'on rasait, par exemple, le top de Blanche-la-Montagne. Mais ça, c'est quelque chose qui doit cesser du côté du ministère. On a une politique à 2 vitesses où les infrastructures qui sont en place, qui peuvent servir aux villégiateurs, sont fermés. Puis pendant ce temps-là, on laisse carte blanche à l'industrie forestière pour continuer à couper dans l'aire de répartition. Il faut cesser cette politique-là à 2 poids, 2 mesures, puis inscrire les mesures de protection du caribou dans une politique cohérente. Puis nous, c'est beaucoup ça qu'on demande dans le cadre de cette consultation-là, là, que ce soit pas des mesures à la pièce dépourvues de cohérence.
Puis en plus, dans le cas de ces 55 km de chemin-là, ben il y aurait un camp de trappe. Donc, il y a potentiellement l'accès d'un trappeur qui va chercher du coyote, qui aide à protéger le caribou, qui serait coupé. Fait qu'on serait dans une mesure paradoxale là, si on barre ce trappeur-là de son territoire de trappe. D'accord. Mais dans un monde idéal, la solution idéale pour vous, ça sera quoi? Ben, il y a plusieurs mesures à mettre en place pour réussir à sauver le caribou. La première, c'est le projet d'élevage et de remise en liberté. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux faons de vieillir loin des prédateurs avant de retourner en nature. Puis il faut leur donner faut leur donner un entraînement d'adaptation. Si on élève des faons en captivité pour les remettre en liberté, ben après ça, il faut les remettre en contact avec des chiens qui sont dressés pour leur faire peur, pour qu'ils réapprennent la peur naturelle des prédateurs. Fait que ça, c'est un morceau du puzzle qui est, à ce moment-ci, incontournable. Le taux de recrutement qu'on appelle, là, le nombre de nouveaux caribous qui survit dans le cheptel à chaque année est plus assez élevé pour garantir l'augmentation naturelle de la population. Puis si on veut sauver les caribous de la Gaspésie, ben on doit y aller avec un projet d'élevage et de remise en liberté de nos caribous. Fait que ça, c'est un des volets qui est très important de mettre en place assez rapidement. Puis les enclos que le ministère a construits pourraient servir là comme enclos de transition entre le point d'élevage puis la remise en liberté complète en nature des jeunes faons. Sinon, ben il faut rétablir l'habitat, faut redonner les conditions propices à la prolifération de l'espèce. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut agrandir le périmètre essentiel pour le caribou, interdire les coupes forestières dans ce périmètre-là et travailler à réhabiliter ces écosystèmes-là. Puis la fermeture de chemin peut faire partie, devra faire partie des mesures de réhabilitation de l'habitat du caribou. Ça, c'est certain. C'est juste qu'il faut que ce soit fait dans le contexte d'une politique qui soit cohérente. Et voici votre chronique Rendez-vous. La neuvaine de la médaille miraculeuse aura lieu du 18 au 26 novembre à 19h, à l'exception du dimanche 20 novembre. La messe sera célébrée à 9h15 à l'Église catholique de New Carlisle. La clôture de la neuvaine aura lieu le samedi 26 novembre à 19h et nous soulignerons le premier dimanche de l'Avent. Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour célébrer ce temps de prière. Événements à venir au club sportif de Hopetown. Samedi le 26 novembre à 19h, bingo cadeau au club optimiste de Saint-Godefroy. Il y aura un whist militaire jeudi le 1er décembre à 20h au club des 50 ans et plus de Chandler. Bienvenue à tous. Pour information, communiquez avec Monique au 418-385-2333 ou au 418-616-1715. Un marché de Noël aura lieu le samedi 3 décembre à la résidence Gilker, située au 46 rue Notre-Dame à New Carlisle, de 14h à 16h. Merci de votre présence et d'encourager les artisans. Le Cercle des fermières de Saint-Godefroy organise une vente de pâtisserie le 4 décembre 2022 à 10h30 au local de l'Endroit, situé au sous-sol de l'église. Bienvenue! Il y aura une vente de pâtisserie le 10 décembre à compter de 9h à l'église de Saint-Godefroy au profit de la fabrique de Saint-Godefroy. Bienvenue à tous! Souper de Noël au club des 50 ans et plus de l'Amicale de Passepébiac. Samedi, le 10 décembre à 17h30. Buffet chaud et froid servi, suivi d'une soirée dansante.
Billets en pré-vente au coût de 15 $. Pour information, communiquez avec Muriel au 418-752-2584 ou Manon au 418-752-3874. Bienvenue à tous! Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 20 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!